Bonjour à toutes et à tous. Il est 15h30. Donc nous allons commencer ce conseil. Nous sommes 8 conseillers, mais nous avons reçu 3 procurations. Une de Dominique Torman en faveur de Émeric, c'est ça? Une de Gabi Jean en faveur de Charlotte Pilon et la dernière de Jean-Philippe Boutin en faveur de Stéphane Morleva. Donc nous avons le quorum et nous pouvons délibérer sans problème. Au niveau du secrétaire de séance, Monsieur Lepage, est-ce que vous... C'est comme vous voulez. Cette fois-ci, oui, dans la mesure où c'est retranscrit sous la plume du secrétaire général, pas de problème. Très bien. Donc si le Conseil est d'accord que Monsieur Lepage soit le secrétaire de cette séance. Merci bien. Donc nous pouvons maintenant dérouler l'ordre du jour. Le premier point, c'est l'approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 5 septembre 2023. Vous l'avez reçu, nous n'avons pas reçu de commentaires. On a essayé d'être encore assez exhaustif au niveau du détail des échanges. Est-ce que vous avez des commentaires? Non, pas de commentaires. Donc, qui vote pour approuver ce procès-verbal? Merci. Ce procès-verbal est approuvé à l'unanimité. Le deuxième point à l'ordre du jour, c'est le vote du taux de majoration de la taxe d'habitation sur les logements meublés non affectés à l'habitation principale. Je vous rappelle que lors du dernier conseil, on avait voté le principe de l'application de la surtaxe et on avait voté le fait qu'a priori, les ressources tirées de cette taxe seraient dirigées vers le logement. Alors depuis, il s'est passé un certain nombre d'événements. Nous avons eu 2 concertations. La première avec les communes voisines de Ploubaz-Lanec, Paimpol et Plouézec. Et la commune de Paimpol a proposé de voter une motion. La commune de Bréa n'a pas voté cette motion vu qu'on avait délibéré avant sur les mêmes termes que la motion proposée par Paimpol. Mais cette motion de Paimpol, qui va être a priori votée également par Plouézec et Ploubaz-Lanec, disait que les maires des communes étaient favorables dans le principe à l'application de cette surtaxe et que les produits de cette surtaxe seraient dirigés vers le logement. Donc, voilà. Le deuxième événement et la deuxième concertation, c'est une concertation au niveau des îles du Ponant. Je vous ai fait passer un communiqué qui a été publié il y a maintenant quelques jours, suite à une réunion de tous les maires des îles qui s'est tenue le 22 septembre sur l'île d'Ouate. Et pour résumer, sur les 16 maires qui étaient présents ou représentés, au vu des différents échanges qu'il y avait déjà eu pour ceux qui n'avaient pas encore voté, un certain nombre ont déjà voté. Le résultat final devrait être 10 communes vont voter 60%, 3 communes vont voter une 50 ou ont déjà voté, pardon. Il y a 3 communes, une a voté 50, une a voté 40, une a voté 30. Et enfin, il y a 3 communes qui n'appliqueront pas cette surtaxe, donc 2 communes parce qu'ils n'ont pas de cadastre, ils n'ont pas d'application de la taxe d'habitation et donc ils ne peuvent pas mettre une surtaxe dessus. Mais globalement, ça donne ces résultats et je pense que vous avez également vu dans les journaux qu'il y a quand même une tendance pour certaines communes qui ne pensaient pas appliquer cette taxe initialement à l'appliquer aujourd'hui. L'autre événement pour nous qui s'est produit, c'est que, comme on vous l'avait annoncé lors du dernier conseil municipal, on s'est réuni avec notre conseil financier qui nous a orientés sur un certain nombre de points. Les principaux, c'est sur la durée du prêt. Il nous a vivement recommandé de raccourcir la durée du prêt. Les simulations qu'on vous avait présentées dans les documents de travail du Conseil du 5 septembre envisageaient un prêt sur 20 ans. Il nous a vivement conseillé de partir sur 15 ans
pour deux raisons. La première, c'est qu'au niveau financier, on économise 150 000 € de remboursement d'intérêts. Et la deuxième, c'est qu'ils considèrent que quand on engage une commune comme ça, il faut l'engager sur le moins de mandats possible, de manière à redonner des possibilités de mouvement à la commune plus rapidement. La deuxième chose dont nous avons discuté, c'est le fait qu'il y a un certain nombre d'incertitudes actuellement sur la politique générale et sur les dotations qui seront allouées aux communes dans les années qui viennent. Et il nous a donc recommandé vivement d'essayer de garder notre capacité de désendettement à une durée aussi courte que possible. Et donc, si on prend en compte ces deux paramètres, on a intérêt à augmenter les remboursements annuels de manière à diminuer la durée de remboursement. Et bien évidemment, ça nécessite plus de ressources pour le faire. Le dernier point, c'est que lorsque de toutes ces discussions, il est apparu que bien sûr le logement est important, bien sûr il fallait avoir des ressources supplémentaires pour pouvoir développer du logement permanent, mais ce qui est aussi important, c'est d'avoir des ressources pour permettre aux gens permanents qui habitent déjà sur les îles d'y rester. Et qu'il fallait élargir l'utilisation de ces nouvelles ressources, non seulement à la création de logements ou à la réhabilitation de logements, mais également au maintien des résidents permanents sur nos îles. Voilà les différents éléments qui sont intervenus depuis le 5. Ce que je vous propose, parce que c'est ce qui s'est fait dans la plupart des communes, c'est que l'on va voter et chacun va pouvoir mettre sur un bulletin sa recommandation sur le taux qu'il souhaite voir appliqué, et on dépouillera ensuite. Mais avant de passer à ce vote, je vous passe la parole si vous avez des commentaires à faire. Alors, un commentaire sur deux choses. Je ne sais pas quel taux vous allez préconiser, mais... Je vous le proposerai après vos commentaires. On y reviendra. Sur les conseils de votre conseiller financier, quand la courbe des taux croissante, c'est-à-dire que si les taux sont plus longs à 20 ans qu'à 15 ans, plus la durée du prêt est courte, moins vous payez d'intérêt, c'est arithmétique, il n'y a pas besoin d'avoir fait de grosses études pour ça. Plus la durée est longue, plus ça engage les conseils municipaux futurs. Là aussi, il n'y a pas besoin d'avoir fait de longues études pour ça. Quant à la capacité de désendettement, effectivement, plus vous avez de ressources, moins vous avez d'années de désendettement nécessaires pour cela. Mais c'est vrai pour toute ressource, quelle qu'elle soit, elle n'est pas liée particulièrement à cette opération. On ne va pas refaire le débat, on l'a eu la dernière fois et Dominique Tormann a parfaitement expliqué les raisons qui nous conduisaient à voter contre cette majoration du taux de la taxe sur les habitations. Je voudrais faire une remarque comme... On ne majeure pas le taux. Hein. On applique une surtaxe sur un taux existant qui ne change pas. Il y a une majoration. Vote du taux de majoration de la taxe d'habitation. Je suis désolé, c'est le point à l'ordre du jour. Hein. Alors, où le point à l'ordre du jour n'est pas bon, ce qui est possible. Non. Il y a deux manières de l'exprimer. Vote du taux de majoration, c'est bien un taux de majoration. Je voudrais faire une remarque qui me paraît importante. Des maisons qui sont depuis l'origine dans la même famille. Quelquefois construites par des familles. Donc depuis plusieurs décennies, plusieurs centaines d'années, vont également être taxées. Il y en a, je pourrais vous en citer. Ce sont des familles qui ont fait Bréa, dont on bénéficie aujourd'hui, et je trouve ça, et nous trouvons ça aussi particulièrement injuste. Voilà. Alors, si vous voulez, j'accepte entièrement cette remarque. Pour moi, la situation idéale aurait été d'avoir deux taux de majoration. Un taux qui s'appliquerait
justement pour des résidences secondaires qu'on va appeler récentes et un taux inférieur pour justement les vieilles familles qui ont participé, c'est tout à fait vrai, à la vie de Bréa et depuis de nombreuses années. Malheureusement, et ça m'a été demandé à plusieurs reprises par mail, malheureusement, on ne peut pas appliquer ces deux taux et donc on a un choix à faire. Et pour moi, le point principal, c'est qu'il faut absolument que l'on permette le maintien d'une population permanente sur notre île, même si ça peut paraître un petit peu injuste vis-à-vis de familles qui sont de familles de résidents secondaires qui sont sur l'île depuis longtemps et qui vont participer à cet effort. Je ne l'ai pas précisé, mais il faut quand même le dire, la taxe d'habitation moyenne sur les résidences secondaires actuellement est de 500 €. Donc si on applique un taux de 60%, l'augmentation moyenne de cette taxe sera de 300 €. C'est de ça dont on parle. En ce qui concerne, au vu des différents éléments, au vu justement des concertations qu'on a fait avec les communes voisines et avec les îles du Ponant, ma recommandation est de voter un taux à 60%. Maintenant, je considère que chacun est absolument libre de sélectionner le taux qui lui paraît le plus adéquat. Et pour votre information, certains maires ont proposé, dans les 3 communes où les taux sont inférieurs à 60%, les maires avaient proposé 60%. Et leur conseil a choisi à la majorité de baisser ce taux. Nous n'étions pas naïfs jusqu'à croire que ce ne serait pas 60% qui serait proposé. Très bien. Je vous propose de passer au vote. Pour un vote à bulletin secret, il ne faut pas une décision du Conseil? Parce que ça veut dire que sur un sujet comme cela, il va y avoir bulletin secret, c'est-à-dire que chacun ne va pas s'exprimer vis-à-vis de la population. Je vous rappelle, sur quelque chose que nous avions tous promis de ne pas augmenter les impôts, il va y avoir augmentation des impôts. Je pense qu'il faut, je ne sais pas s'il faut un vote pour déterminer s'il y a un vote à bulletin secret là-dessus. Pour les élections des adjoints, effectivement, il y a un premier vote pour déterminer qu'on va procéder au vote à bulletin secret. Non, mais pour ça, pour un vote à bulletin secret, est-ce qu'il ne faut pas d'abord que le conseil municipal le décide? Eh bien, effectivement, je pense que oui. Donc, si vous voulez procéder au premier... D'accord, donc je vous propose un premier vote, c'est de décider si on effectue ce vote à bulletin secret, qui vote pour, qui s'abstient, qui vote contre. Donc le vote à bulletin secret est approuvé par 8 voix pour et 3 voix contre. Sachant qu'on peut très bien voter à bulletin secret et aussi s'exprimer si... Ah oui. Et, moi, je peux tout à fait exprimer pourquoi. Je trouve que c'est une contribution participative à l'avenir de Bréa, cette majoration. Et je pense que même les gens, même les résidents secondaires, faire perdurer la vie à l'année sur l'île, c'est quand même la chose la plus importante. On s'est rendu compte lors des dernières réunions avec l'ensemble des maires des îles que la principale préoccupation des îles, c'était justement le logement et le maintien de la vie insulaire à l'année. Et une petite contribution solidaire comme celle-ci permet justement de ne pas entamer en plus forcément... On refait le débat ou pas? Non, mais on peut s'exprimer. On s'est exprimé déjà la dernière fois. Je me réexprime en vous disant que moi je trouve ça bien, je trouve que c'est une bonne contribution et que ça permettra de pouvoir continuer à avoir de la vie à l'année ici. Ok. S'il n'y a pas d'autres commentaires, je vous propose de voter. Et puis on va vous ramasser l'enveloppe.
Bon, je vais dépouiller, je vais vous montrer les bulletins comme pour certains que... « 60%. « 30%. 0%. 60%. 60%. 0%. 60%. 60%. 0%. 60%. Et 60%. Donc, si je ne me trompe pas, il y a 7 bulletins à 60, un bulletin à 30 et 3 bulletins à 0%. Donc, le taux de majoration de la part communale de la cotisation de taxe d'habitation sur les logements meublés sera majoré de 60%. Et je vais notifier cette décision aux services préfectoraux avant le 30 septembre, qui est la date limite pour une telle décision. Je passe au point suivant, c'est l'autorisation d'appel à l'emprunt pour l'acquisition de l'immeuble des Rocs. Donc, on vous a fait passer les propositions révisées d'une part du Crédit Mutuel de Bretagne et d'autre part du Crédit Agricole des Côtes-d'Armor. Ces deux banques nous ont fait des propositions révisées par rapport à celles qui vous avaient été présentées lors du Conseil municipal du 5 septembre. Malgré l'augmentation des taux annoncés par la Banque Centrale Européenne, on a eu un petit gain sur les taux proposés. Et les banques avaient jusqu'au 19 septembre pour nous faire leurs propositions. Donc, le débat est maintenant clos au niveau des banques. Et je pense que vous avez vu tous les paramètres de cet emprunt. Je ne sais pas si vous les commentez. Pour nous, la meilleure proposition est celle du Crédit Mutuel de Bretagne. Et donc, on va vous proposer d'approuver la prise de cet emprunt, mais si vous avez des commentaires à faire. Alors, on a 2 commentaires à faire. On n'a pas le plan de financement global de l'acquisition des Rocs. Oui, il n'a pas changé par rapport à ce qui avait été présenté la dernière fois. Il a dû changer un petit peu, puisque vous dites que les paramètres ont changé. Dans les paramètres du prêt. Oui, mais donc le coût de l'emprunt a dû changer aussi. Et ça, c'est la première chose. Deuxièmement, c'est le prêt long terme, il y a aussi un prêt court terme pour le relais de subvention. Absolument. Qui n'est pas là. Non, il va venir après. Après ce que vous avez dit tout à l'heure, on va emprunter 1,5 million. Ce qu'il faut retenir, on va emprunter 1,5 million, on remboursera 2 millions. Oui. Donc il y a 500 000 euros d'intérêt. Les 500 000 euros d'intérêt... Il y a 438 000 euros d'intérêt. 438.
Alors, plus de 400 000 euros d'intérêt. Dans l'économie du projet, c'est quelque chose qui n'avait pas été forcément mis en avant, mais qu'il faut indiquer aujourd'hui. On emprunte 1,5 million, on rembourse 1,438 000, il y a peut-être quelques frais, je ne sais pas. Donc ça fait un surcoût pour l'opération qui n'est pas négligeable. Ok. D'autres commentaires? Donc, quand même pour préciser, donc, a priori, il y aura effectivement un pré-relais qui sera pris quand on aura besoin d'argent pour payer le début des travaux dans l'attente de la réception des subventions et qui risque de couvrir pendant 2 ans jusqu'au remboursement de la TVA, des 16% de TVA qui nous reviendront. À ce moment-là, ce prêt relais sera transformé en prêt à taux fixe. Et pour l'instant, on l'imagine aux environs de 500 000 euros. Le reste étant assuré d'une part par les subventions. On avait déjà parlé des subventions. On continue à chercher des nouvelles subventions DETR, DSIL et on continue à voir si on peut avoir des subventions concernant la mairie. Parce que pour l'instant, la mairie n'est pas subventionnée en tant que telle. Donc on va continuer notre recherche, mais le plan de financement est basé sur un montant total des subventions de 1 million d'euros, comme vous l'avez vu la dernière fois. Ok. Écoutez, je vous propose de voter sur le fait de m'autoriser à signer l'offre de prêt proposée par le Crédit Mutuel de Bretagne et de prendre les recettes et les dépenses correspondant dans le budget principal au travers d'une décision modificative. Qui vote pour? Qui s'abstient? Qui vote contre? Ok, cette délibération est approuvée par 8 voix pour et 3 voix contre. Alors le point numéro 4, c'est un petit point où la Sembrez, qui est donc la société d'économie mixte bretonne qui fait un certain nombre de prestations pour les collectivités, qui nous avait fait une première prestation dans le cadre de la programmation de ce projet. Cette Sembrez a décidé d'augmenter son capital. Okay. Elle souhaite impliquer dans cette augmentation de capital le maximum de collectivités et elle a souhaité que les communes isolées soient également invitées et on a concerté avec Saints et Ouessant sur le fait que eux aussi ont été contactés par Sembrez et on se posait la question de savoir si on allait répondre de la même manière. Il se trouve qu'on est absolument alignés et la proposition, c'est de prendre une participation tout à fait symbolique, vu que l'on propose d'acheter 10 actions à 18 euros, quelque chose l'action. 18,20 euros. 18,20 euros, simplement de manière à être dans la liste des actionnaires. Et cette demande nous a un petit peu surpris, mais on pense qu'il ne fallait pas la refuser. Bon, c'est un peu une contrepartie à d'autres choses. Hein. Prendre une participation quand on a fait travailler la SEM, bon, Ouais. Ça n'a pas d'intérêt pour nous. Sur le fond, ça n'a pas d'intérêt. Moi, je pense que ça peut faciliter un petit peu l'accès aux personnes de direction et ça évite, parce qu'il y a une petite tendance actuelle, que les communes isolées ne soient mises sous le tapis, quoi. En général, on appelle les actionnaires quand on a mangé le capital de la SEM. Ok. Je vous propose de passer directement au vote.
Est-ce que vous approuvez la prise de participation à hauteur de 10 actions représentant un montant de 182 euros dans l'augmentation de capital de la Sembrez, et si vous m'autorisez à faire les démarches correspondantes, dont le fait d'inscrire cette dépense au chapitre 27, compte 271 du budget principal. D'autre part, il nous demande de nommer un représentant, et la proposition, ce serait que je sois le représentant de la commune au sein de l'Assemblée spéciale de la Sembrez, et il nous demande également de nommer un suppléant, et la proposition, c'est de nommer Gabrielle Cogent-Prigent, la première adjointe, comme suppléante pour le cas où je ne puisse pas assister à une réunion de l'Assemblée spéciale de la Sembrez. Je vais faire un commentaire. Il y a plusieurs votes là. On vote pour les deux, du coup. On vient de voter d'abord On va le voter. représentant. Et M. Après, Père étant candidat ne vote pas. Non, mais on va voter peut-être d'abord pour la prise d'action. Prise de participation. Donc, on va voter d'abord pour la prise d'action. Donc, qui vote pour l'achat de 10 actions? OK. Donc, cette décision est approuvée à l'unanimité. Ensuite, pour la désignation du représentant, qui vote pour le fait que le maire soit le représentant à l'Assemblée spéciale de la Sembrez? Qui vote pour? Merci. Donc, c'est à l'unanimité également. Et enfin, qui vote pour le fait que Gabrielle Cogent-Prigent... Je ne prends pas part au vote pour Gabi. Non, effectivement, la personne oui. candidate ne vote pas. Ouais, et moi non plus. En fait, vous pouvez L'unanimité, voter moi- pour le suppléant, mais pas Oui, pour oui, oui. le représentant. Donc, pour Gabi Cogent, qui vote pour. Donc, cette décision est approuvée par 10 voix. OK, le point suivant, c'est le... Non, pas 8 voix. 10. Oui, j'ai dit 10. J'ai entendu 8. Moi aussi, j'ai compris 8. Excusez-moi. Non, non, J'ai entendu 8 aussi. excusez-moi. Je pensais avoir dit 10. Le point suivant, c'est le point numéro 5. Donc, c'est la décision modificative numéro 2. Donc, on a fait une décision pour englober 2 sujets. Le premier sujet, c'est la prise en compte de l'emprunt de 1 500 000 euros, dont les recettes seraient mises au chapitre 16, item 1641, les dépenses au chapitre 21, item 2115. Et le deuxième point, c'est l'achat des actions, où on a arrondi à 200 euros, et on met les recettes au chapitre 16, item 165, et les dépenses au chapitre 27, item 271. Comme il y a une décision modificative globale pour 2 décisions sur lesquelles nous avons voté de façon différente, nous allons nous abstenir sur cette décision parce qu'on ne va pas approuver le premier membre de la décision. Il y aurait eu 2 décisions, on aurait voté la deuxième et pas la première. Vous voulez qu'on sépare les deux comme ça? Si vous séparez les deux, on s'abstiendra sur la première et on votera pour la deuxième. Ben, je propose de séparer les deux. Donc, on va voter d'abord pour la prise en compte de l'emprunt d'1,5 million aux 2 postes, comme je l'ai dit. Donc, qui vote pour cette décision? OK, qui s'abstient? Donc, cette décision modificative est prise avec 8 voix pour et 3 abstentions. Et la deuxième décision modificative qui concerne donc l'achat des 10 actions Sembrez aux 2 chapitres déjà mentionnés, qui vote pour? Très bien. Donc cette décision est adoptée à l'unanimité. Le point suivant, c'est le projet de convention de transfert de gestion des parcelles communales au département des Côtes-d'Armor. Donc je vous l'avais dit dans les informations du maire le 5 septembre, on progresse actuellement sur
la déclaration administrative du port, de l'annexe du port de commerce de Port-Clos. Donc le préfet, suite à la demande du président du conseil départemental, a approuvé dans le principe le fait de déclarer l'ouverture administrative d'un port à la Corderie, et dans la foulée, il a lancé la procédure de transfert de gestion du domaine maritime correspondant à l'emprise du port. Cette procédure de transfert de gestion du domaine maritime est à la signature du préfet actuellement, après concertation entre la DDTM et le département. On nous a demandé de faire la même chose pour les parcelles terrestres. Okay. Et aujourd'hui, on vous propose simplement un projet de convention de transfert parce que et le département et la préfecture veulent s'assurer que les deux conventions couvriront absolument l'entièreté de la zone portuaire que l'on souhaite créer. Et il y avait un petit point qui posait problème, qui est en train d'être vérifié. Donc, par rapport, nous attendons du département la réémission de ce plan qui représente la zone qui va être transférée en gestion au département avant de pouvoir signer la convention. Et on s'adapte en quelque sorte au transfert de gestion du préfet pour le domaine public maritime parce que ce transfert de gestion est déjà à la signature. Une fois qu'on aura signé la convention, quand on aura reçu le dernier plan, je prendrai un arrêté pour confirmer cette convention. Tout ça, ce sont des démarches administratives assez longues, mais qui sont nécessaires pour pouvoir avancer à l'étape suivante, qui sera la déclaration par le conseil départemental et par le président du conseil départemental de la création administrative du port, de l'annexe du port de commerce de Port-Clos. Des questions? Une remarque qui est de détail, mais dans ce type de choses, les détails peuvent être importants. On parle lieu-dit port de la Corderie. Le port, ce lieu-dit va être une annexe du port départemental. Est-ce que l'utilisation du terme port de la Corderie là-dedans n'est pas de nature à poser à un moment donné une difficulté? Je n'ai pas la réponse, c'est une simple question. Parce qu'on on va vérifier. Il faudrait peut-être mieux mettre Port-Clos bis ou un truc comme ça. Je sais, mais le fait d'avoir Corderie ne me pose pas de difficulté, mais port de la Corderie, Vous parlez de l'article 1 de l'arrêté. Oui, je parle de l'article et je crois que c'est repris. Oui, normalement, c'est repris dans la convention. C'est repris, donc voilà. On va vérifier. Je pense que le problème, c'est qu'on a bien des parcelles communales pour 3921 mètres carrés. Oui, mais. Au lieu d'IP, c'est presque l'ancien port de la Corderie. Peut-être. Ouais. Peut-être. C'est pas du tout une question sur le fond, là, c'est une question de forme pour ne pas fragiliser la position de la commune. C'est tout. On va vérifier ça. Si ceci est vérifié, est-ce que vous êtes d'accord pour m'autoriser, une fois qu'on aura vérifié dernière fois que l'ensemble des deux conventions de transfert de gestion sont parfaitement cohérents l'un avec l'autre. Est-ce que vous m'autorisez à approuver est-ce que vous approuvez le projet d'arrêté qui approuve la convention de transfert de gestion et approuver le projet de convention entre le conseil départemental des Côtes-d'Armor et la commune de l'île de Bréhat qui définit les conditions de transfert de gestion des parcelles communales situées, et on va vérifier, au lieu-dit port de la Corderie. Qui vote pour? Merci. Le point suivant, le point 7, c'est le projet de convention pour le financement de la réhabilitation de la cale de la Chambre dans le cadre du fonds d'intervention maritime.
Donc, je vous en avais parlé lors de lors du dernier conseil municipal. Nous avons maintenant reçu et nous avons échangé en fait avec le FIM sur le texte de la convention qui va régir la subvention qui nous est accordée pour la réhabilitation de cette cale. À l'heure où on se parle, nous n'avons a priori plus de commentaires de la part du FIM. Nous devrions recevoir la convention à signer dans les jours qui viennent. Et l'objet de cette délibération, c'est de m'autoriser à signer cette convention. Avant de passer au vote, pour votre information, hier, nous avons reçu les appels d'offres des entreprises qui souhaiteraient faire les travaux. Nous avons reçu 2 offres. Ces offres, la bonne nouvelle, c'est que ces offres rentrent dans le budget qui est proposé dans la convention. Donc, nous n'avons pas de problème de déséquilibre à ce niveau-là. Les offres sont actuellement en train d'être analysées par notre conseil, qui est M. Bouvray. Il doit nous rendre ses conclusions vendredi. Et vendredi, on fera une commission d'appel d'offres pour, a priori, sélectionner l'entreprise qui fera les travaux. Et on va vite parce que les 2 entreprises ont confirmé qu'elles sont en mesure de faire les travaux comme ça avait été demandé avant Noël. Une 3e entreprise voulait répondre, mais elle nous a dit que, vu son plan de charge actuel, elle n'était pas en mesure de répondre à cette demande et elle proposait de faire les travaux plus tard, ce qui pour nous paraissait difficile parce qu'on sait que faire des travaux sur cette cale au mois de février, par exemple, n'est pas forcément la meilleure période et pourrait entraîner des retards qui impacteraient la saison prochaine. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Ok, donc je vous propose de délibérer sur le fait d'approuver le projet de convention et de m'autoriser à signer la convention définitive sous réserve qu'il n'y ait pas de modification par rapport à ce qu'on vous a proposé aujourd'hui. Modification substantielle, si c'est des détails. Oui, oui. Mais pour l'instant, la réponse est il n'y a plus de modification, donc c'est juste une question de nous envoyer le document où il y aura plus marqué projet. Oui, non. Mais on ne sait jamais. Merci. Qui vote pour? Merci. Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Donc, ce qui va avec cette réhabilitation de la cale de la Chambre, c'est une décision modificative. La décision modificative dans le budget annexe des ports communaux. Et donc, dans le budget des ports communaux, on avait des dépenses d'investissement prévues au chapitre 21 pour 46 000 euros. L'idée, c'est de rentrer en recette les 95 000 euros qui nous sont attribués par le FIM et de prendre en dépense le même montant, ce qui nous donnera en dépense un budget de 141 000 euros qui est légèrement supérieur au budget indiqué dans la convention. Nous avons eu un échange lors du dernier conseil sur le fait que la cale était dans le budget du port. Oui, et j'ai vérifié et c'est effectivement dans le Le budget du port, bah oui. Oui, oui, non, et c'est ça qu'on vous demande aujourd'hui. Oui, non, mais je tiens à préciser que ce que vous avez dit n'était pas exact la dernière fois. Ce n'était pas dans le budget communal, c'est dans le budget du port. Oui, oui. Pas d'autres remarques? Ok, donc est-ce qu'on peut voter sur cette décision modificative numéro 2 du budget annexe des ports, communaux? Qui vote pour? Merci, cette délibération est approuvée à l'unanimité. Le point suivant, c'est le référentiel comptable M57. Alors, c'est aussi un sujet dont on avait parlé lors du dernier conseil. Monsieur Lepage, vous nous aviez demandé si on avait un avis du comptable public. Voilà, du comptable public.
Bon, il y avait une petite question sur le fait que c'était toujours nécessaire. Toujours est-il qu'on l'a demandé et qu'on l'a obtenu et on vous l'a mis dans les documents de travail. Donc, Julienne voulait dire plus sur l'adoption de cette... La M57, c'est le nouveau plan comptable qui va remplacer la M14. Depuis 2020, les collectivités changent de nomenclature progressivement, de manière à homogénéiser la région, le département et les communes. C'est un plan comptable qui est censé être plus détaillé. Ça va peu changer. Ce qui va changer pour la commune, c'est que jusqu'à présent, Bréa était en M14 développé puisque le seuil c'était 500 habitants et maintenant on sera en abrégé puisque le seuil est à 3500. Mais comme la M57 abrégée, c'est à peu près la même chose que la M14. On reparlera quand même d'un niveau de détail similaire. Voilà. La M57 concerne quel budget La commune et les OM. Ça ne concerne pas le SPANC, le port et les assainissements. dans l'ordre du jour, référentiel M57, adoption de la M57, il n'y avait pas le périmètre. Donc c'est bien commune Oui. et budget des ordures ménagères et déchets. Les autres continuent en M4. Oui. Les durées d'amortissement seront les mêmes que précédemment. Il n'y a pas de changement. Par contre, il y a un changement sur le mode de calcul. Les acquisitions de la commune et des OM avant le 1er janvier 2024 sont en amortissement linéaire et après, ça sera au prorata temporis. Pareil, c'est une question de précision et de... Linéaire et prorata temporis, il y a du prorata temporis dans le linéaire. Donc, alors, quelle est la différence? La différence, c'est la première année d'acquisition. En fait, par exemple, si on acquiert un bien au 1er juin, la première année, on amortit dès juin 2024 sur les 6 mois. Voilà. Après, on fait du juin sur les 7 mois. Voilà, oui, pardon. Sur les 7 mois. Alors que jusqu'à présent, on amortissait à partir du 1er janvier. Donc, mais il y avait bien déjà du linéaire. On reste en linéaire. Et donc, le point B, c'est sur l'amortissement des subventions. Et là, on reste en linéaire. Il y a la possibilité de ne pas faire de prorata temporis sur l'amortissement des subventions. Et donc, il est proposé de rester sur un même mode d'amortissement. Les règles sont les mêmes pour le budget principal de la commune et celui des ordures ménagères. Okay. On vote en deux parties. Hein. Donc la première partie, c'est donc délibérer sur le fait d'adopter le référentiel budgétaire M57 en précisant bien qu'il s'appliquera au budget géré actuellement à M14, c'est-à-dire le budget principal et le budget annexe des ordures ménagères. Et donc, vous m'autorisez à mettre en œuvre les procédures pour ce changement de nomenclature budgétaire. Qui vote pour? Merci. Donc, cette délibération est approuvée à l'unanimité. Et donc, le deuxième point, c'est la détermination des durées d'amortissement des subventions. Et donc, en fait, on propose de ne pas changer, quoi. Je peux vous lire exactement les délibérations, mais on propose de garder le même système. Qui vote pour? Merci. Donc, cette deuxième partie de la délibération est adoptée à l'unanimité. Le point numéro 10, c'est l'ouverture du recrutement du technicien SPANC en CDI temps non complet. Donc, la raison pour laquelle on met ce point à l'ordre du jour, c'est que Frédéric Delisle, qui est notre technicien SPANC depuis maintenant 6 ans, Même 7. voilà, nous était en fait fourni par le CDG et au bout de 6 ans, quoi, il y a eu une première année, puis ensuite 2 fois 3 ans. Au bout de 7 ans, on ne peut pas continuer
avec le même type de contrat. Et donc, il faut qu'on ouvre un contrat CDI à temps partiel. Donc, en fait, ça ne change rien dans le fait que Frédéric Delisle travaillera toujours une journée par semaine pour la commune. Et le reste du temps, il travaille dans un autre... Dans une entreprise privée. Privé. OK. Et ça nous permet de maintenir une prestation qu'on considère de qualité avec cette personne. On ne pouvait pas continuer dans le cadre du CDG. Des questions? OK, merci. Donc, si la délibération, c'est de m'autoriser à recruter un agent contractuel en CDI non complet, à raison de 7 heures par semaine, et on inscrit la dépense correspondante au chapitre 12 du budget principal de la commune. Qui vote pour? Merci. Adopté à l'unanimité. Le point numéro 11, c'est un petit peu la même chose. On a une personne qui travaille depuis novembre 2022 pour le périscolaire et pour des services à la mairie de type nettoyage, entretien. On ne peut pas aller au-delà d'un an avec ce type de contrat. Et donc, on a besoin de cette personne parce qu'au niveau périscolaire, on a toujours besoin d'avoir une personne supplémentaire. Et le contrat initial, c'était un contrat pour L'accroissement temporaire d'activité. un accroissement temporaire d'activité. En fait, on a toujours cet accroissement, mais on est obligé de changer la forme du contrat. C'est une formalité, mais qu'on est obligé de suivre. Nous, on n'a pas d'informations suffisantes pour juger de la pertinence de l'ouverture de ce poste, qui renforce encore les effectifs. Oui, et qui est en partie dû au nombre d'enfants. Parce que je pense que si on n'avait pas le périscolaire, on verrait les choses d'une manière différente. Mais sur le périscolaire, on a des règles à respecter. Il faut 2 personnes. Et donc, on a besoin de cette personne. Alors, cette personne, elle travaille 12 heures par semaine. Donc, on cherche à limiter autant que faire se peut le nombre d'heures de cette personne. Donc, la proposition, c'est de m'autoriser à recruter cet agent sur un emploi permanent pour une durée de 12 heures par semaine. Et ce contrat sera valable pour 3 ans maximum et pourra être renouvelé une fois. Qui vote pour? Qui s'abstient? Ok, cette délibération est approuvée par 8 voix pour et 3 abstentions. Ah, tu t'es abstenu, François? Non, c'était... Ouais, mais Parce que tu as voté avec des abstentions. Ouais, je sais, mais on était. Donc, c'est 8 voix. On peut recommencer si tu veux. Non, c'est bon. Non. 8 voix pour et 3 abstentions. Le point numéro 12, l'acquisition foncière. Donc là, cette acquisition, elle est dans le cadre des acquisitions, on va dire, en ligne avec la politique de la commune, qui, lorsque une opportunité se présente, de racheter des terrains pour les mettre à disposition des agriculteurs à des prix raisonnables et déterminés d'avance, on propose de le faire. Donc là, on parle de racheter 3 parcelles pour un total de 3 900 mètres carrés à un prix de 2 € le mètre carré, c'est-à-dire une dépense de 7 800 € plus le montant des frais du centre de gestion qui s'élève environ à 600 € pour avoir tous les actes en ordre. Alors, nous sommes favorables à cette acquisition. Par contre, la commune s'engage à ce que les terres restent réservées à l'agriculture. Je crois que c'est une erreur. On peut avoir besoin de morceaux de terrain pour des besoins collectifs. D'ailleurs, ce n'est pas dans la délibération que vous proposez. L'agriculture, c'est important. Tout n'est pas agriculture et il peut y avoir d'autres besoins collectifs pour la commune.
on ne le dit pas dans la... Non, on ne le dit pas dans la délibération, on dit dans l'attendu de la présentation. Mais c'est effectivement pas dit dans Donc je vous propose de voter sur... c'était la délibération, on est d'accord. Ok. Qui vote pour? Merci. Donc cette délibération est approuvée à l'unanimité sans mention à l'agriculture. Les informations du maire. Alors la première information, c'est malheureusement le décès de Bruno Nourry, que certains connaissaient peut-être. Il était maire de Lisieux, il était conseiller départemental et il était vice-président de l'association des îles du Ponant. On l'avait vu la dernière fois au début mars sur Lisieux. C'est lui qui avait accueilli la dernière assemblée générale de l'association des îles du Ponant. Et peu de temps après, sa maladie s'est déclarée et il a dû arrêter son activité de maire. Et malheureusement, il est décédé dimanche dernier, à l'âge de 52 ans. Donc on a envoyé des condoléances à sa famille. En fait, il est décédé pendant les insulaires, donc c'est le deuxième point d'information. Donc Stéphane, si tu veux parler des insulaires. Oui, donc il y a eu le Festival des insulaires le 22, 23 et 24 septembre de cette année. Ils sont déroulés sur l'île de Watt. Donc tout s'est bien passé. On a eu une météo un peu capricieuse les premiers jours, mais par la suite, ça s'est bien déroulé. Comme d'habitude, ça a été très convivial, très intéressant au niveau des échanges entre les îles. Malgré le manque de logement, il y avait quand même du monde. J'ai trouvé que j'étais un peu surpris même d'ailleurs par le monde qu'il y avait, alors qu'on nous avait annoncé qu'il y aurait peu de monde. Mais il y avait certainement beaucoup de continentaux qui sont venus en bateau ou qui sont venus à la journée. Donc beaucoup d'échanges, des concerts très sympas, des réunions, dont une sur le tourisme qui était très intéressante. Et tout s'est bien déroulé, il n'y a pas eu de soucis, bien au contraire. Et ceux qui ne connaissent pas l'île de Watt, je les invite à aller visiter parce que c'est vraiment une très jolie île. On a l'impression d'être à moitié en Irlande. Enfin, c'est vraiment très très joli, quoi. Voilà. En sachant qu'à la fin du festival, donc la prochaine destination a été annoncée. Et donc pour l'année 2024, donc en septembre 2024, ça ne sera pas le troisième week-end, mais le dernier week-end de juin, vu que la semaine d'avant, c'est en grande marée. Donc ça ne sera pas très facile. On parle de septembre. Septembre, pardon. Et cette année, donc en 2024, ça sera donc sur l'île de Saint. Donc si on trouvait déjà qu'il n'y avait pas beaucoup de logements et de possibilités sur Watt, sur Saint, ça risque aussi d'être compliqué. Ça n'a pas l'air de faire trop peur aux organisateurs de la FIP qui vont tout mettre en place pour faire que ce festival se déroule bien. Alors maintenant, on verra et on invite fortement les Brétins qui voudront participer. On a le temps d'ici là, mais à s'inscrire ou à nous faire savoir qu'ils sont intéressés à ce festival. Voilà, pas trop d'autres choses à rajouter, sauf que c'était comme d'habitude très enrichissant et très intéressant. Alors, une petite chose à rajouter, dans le cadre du festival SAFIP, le savoir-faire des îles du Ponant, a décerné pour la deuxième fois ses trophées. Et un trophée est revenu à Bréa. Et je vais laisser Dominique Sichet nous en parler. Oui, j'ai eu la chance donc d'avoir le trophée du patrimoine insulaire, donc pour mettre en valeur un peu mon activité professionnelle, donc de baladant vieux gréement autour de Bréa. Donc je remercie la SAFIP pour ce lot et je les remercie aussi surtout pour mettre en valeur le savoir-faire des îles et tous les artisans, les artistes et les entrepreneurs qui vivent sur les îles et travaillent sur les îles et avec les difficultés et les contraintes évidemment qu'on connaît. C'est bien de les mettre en valeur et de les soutenir. Donc merci à la SAFIP. Ouais, c'est une association qui actuellement se développe très très bien. Le nombre d'adhérents monte très régulièrement et il y a des projets de plus en plus, il y a des projets relativement importants qui sont promus par la SAFIP. En sachant aussi qu'il y a eu d'autres lots gagnés aussi un concours gagné par Bréa, donc
l'agonie féminine a été remportée pour la deuxième fois consécutive par Marion Lepage, que chez les hommes, ce sont Antoine Tartaud et Jocelyn Pilon qui se sont bien débrouillés, mais qui ne sont pas passés à quelques dixièmes ou voire même centièmes de seconde près, voilà, pour se qualifier pour la finale. Et que les dégustations aussi organisées par Bréa et par les autres stands ont été bien appréciées de tout le monde, donc il y en avait pour tout le monde. Et on a eu la chance aussi cette année d'avoir comme invité aussi les Corses. Donc on aura un concert de musique corse et en même temps des débats avec eux et des dégustations aussi de leurs produits, ce qui n'était pas désagréable. Ok, dans le cadre du festival, il y avait aussi, parce que c'est prévu au statut, le renouvellement du bureau de l'AIP. Alors, c'est statutaire, hein, à mi-mandat, le bureau doit être renouvelé. Et on venait de passer les 3 ans. L'ancien président ne souhaitait pas se présenter pour des raisons de santé. Et donc, j'ai été élu président de l'association des îles du Ponant. Et l'ancien président souhaitait rester quand même dans le bureau. Et donc, il prend la place que j'occupais jusqu'à présent, à savoir la place de trésorier. Le secrétaire est inchangé, c'est Éric Graal, le maire de l'île de Pâ. Les 3 vice-présidents sont Carole Charouan de l'Île-Dieu, Anaïs Cuchet de Belle-Île et Philippe Le Fur de l'île de Ouate. Et ce bureau va continuer jusqu'aux prochaines élections municipales, où bien évidemment, seuls les maires étant participants à l'association et au bureau, il y aura certainement des changements. Voilà. Juste un petit commentaire, on peut souhaiter que ce cumul de mandats soit favorable à Bréa et à l'AIP. Je vais tout faire pour, et je pense que déjà le niveau de subvention qu'on a obtenu sur l'immeuble des Rocs était en partie dû au fait que étant dans le bureau, j'avais un bon contact avec les autres maires et ça permet de bien expliquer les choses. Et je vais essayer de continuer à promouvoir Bréa dans le cadre de l'AIP. Le point suivant, c'est pour votre information le démarrage du projet de protection et de valorisation du chemin du phare du Pan. Donc notre réunion de lancement avec le maître d'œuvre qui a été sélectionné, qui est une entreprise qui s'appelle Inex, qui est basée à Saint-Malo. Cette réunion de lancement a lieu ce jeudi après. Donc ce projet démarre et on a eu confirmation cette semaine que les subventions que l'on a demandées dans le cadre du site d'exception et qui incluait justement le coût de cette maîtrise d'œuvre pour le chemin du phare du Pan, la subvention a été confirmée par le président du conseil régional. De la même manière, la subvention concernant la chargée de mission tourisme durable a été confirmée par le président du conseil. Et on attend, la dernière subvention qu'on attend, c'est celle pour obtenir le montant total de la subvention pour la signalétique. Celle-là, on n'a pas encore eu la confirmation, mais on l'attend d'ici une semaine ou 2. Voilà. Le point suivant, pour votre information, on a un employé communal qui souhaiterait faire du temps partiel. Or, il se trouve que nous n'avions pas dans nos procédures, nous n'avions pas approuvé cette possibilité. Donc, on a fait une saisine auprès du comité social territorial pour demander à ce que la commune de Bréa puisse instituer du temps partiel d'une manière formalisée. Et donc, on attend le retour
de l'avis de ce comité social territorial. Lorsqu'on l'aura, on vous présentera ça en conseil municipal parce qu'il faudra voter ce nouveau en fait, statut possible pour nos employés. Le point suivant, c'est le contrat de distribution de l'eau potable Veolia pour 2024. Je vous avais déjà expliqué que ce qu'on cherche à faire, c'est à étendre d'1 an l'ADSP alimentation d'eau potable et de réduire d'1 an l'ADSP assainissement. On a un peu de mal dans nos discussions avec Veolia. Mais on va continuer pour trouver une solution dans les temps et il faut qu'on l'ait suffisamment rapidement pour la mettre en œuvre au 1er janvier 2024. Le point suivant, c'est le planning de la restitution de la saison estivale, donc dans le cadre de la régulation. Donc on a établi un planning complet de la restitution de la manière dont s'est passée la régulation. On s'y était engagé dans l'arrêté municipal qui avait été pris en juin. Pour votre information, la première réunion plénière qui rassemble la région, le département, les communes voisines, la préfecture, les entreprises de transport maritime, les représentants des commerçants, et j'oublie encore. Cette réunion a lieu demain matin. Et ensuite, on aura des réunions spécifiques avec les compagnies de transport maritime. On aura une réunion spécifique avec les commerçants. L'objectif étant, et on aura des commissions hyperfréquentation, de manière à décider ce que l'on fait pour l'année prochaine, 2024. L'idée étant d'avoir une réunion plénière le 27 octobre 2023, où devraient être présentées donc les propositions pour l'année 2024, de manière à ce que tout soit entériné comme on s'était engagé pour le 15 novembre. Et ça, c'est un engagement vis-à-vis des compagnies maritimes et vis-à-vis des commerçants. Donc ce planning, toutes les réunions sont positionnées et on va le mettre en œuvre dans les jours qui viennent, à commencer par demain. Dans le calendrier que vous venez d'annoncer, il n'y a pas de mention du conseil municipal comme c'est une omission, c'est une erreur, c'est une volonté? Non, il faudra qu'on adresse ça avec le conseil municipal. Donc il y a une phase là il y a une phase de restitution où on va donner toutes les informations qu'on a recueillies. Ensuite, il y a une phase de concertation avec les uns et les autres. Et après, il y aura une phase de décision et il faudra impliquer le conseil municipal dans cette phase de décision. Dans la phase de restitution, l'information au conseil municipal ne serait pas superflue non plus. Alors, moi, je veux bien vous donner ça. Je pensais qu'on l'aurait aujourd'hui. C'est très important. En termes. Non, mais je n'ai. Demain, on va faire la réunion plénière. J'ai aucun problème à vous donner, par exemple, la présentation de la réunion plénière dès demain. Oui, pour qu'on ait les éléments. Oui. Si ça vous convient, moi, je vous propose ça. Dès demain, c'est une présentation PowerPoint qui doit faire 40 ou 50 Très bien. slides. Et après, il y aura d'autres présentations après les réunions avec les parties concernées. Et enfin, il y aura pour moi une décision en conseil municipal quand on aura finalisé les décisions pour l'année 2024. Voilà, un certain nombre d'événements qui vont bientôt arriver. Donc le premier, c'est le tournoi de foot, le 30 septembre. Dominique, 2-3 mots. Oui, donc samedi prochain, il y a un éducateur breveté d'État du district des Côtes-d'Armor qui va donc organiser un tournoi à Bréa. Donc il y a environ 200 enfants de différents clubs des Côtes-d'Armor qui vont venir jouer, avec un tournoi le matin pour des plus petits et l'après-midi pour des un petit peu plus grands. Et donc tout le monde est invité évidemment à venir supporter les footballeurs. Il y aura une petite équipe de Bréatins le matin. Et puis pendant la journée, on aura l'amicale laïque avec des renforts qui proposera des galettes, des crêpes
et puis des sucreries pour alimenter la caisse de l'amicale pour les activités de l'école, des enfants de l'école. Le samedi suivant, on l'avait déjà mentionné, mais on le rappelle, il y a le tournoi de boules bretonnes sur la place du Bourg. Donc c'est le 7 octobre. C'est Gabi qui s'occupe La principalement, BBB, voilà, qui s'occupe principalement de l'organisation. Donc je ne sais pas si on a plus d'informations. non, bah, je pense qu'il faut le matin se présenter pour s'inscrire. Et puis le tournoi va durer toute la journée de samedi, je pense. Et Ensuite, le repas des anciens aura lieu le 3 décembre. Et les vœux du maire le 6 janvier. Samedi 6 janvier. Voilà pour les informations du maire. Donc on passe au dernier point, les questions diverses. Pas de questions. Très bien. 10h36 et ce conseil est maintenant clos. Merci beaucoup.